à tous. Merci beaucoup au docteur Forestier, au professeur Launay et à l'ensemble des organisateurs pour l'invitation à ce symposium pour parler d'un sujet un tout petit peu à côté de ce qui nous a occupé jusqu'à présent, mais de la gestion du coup infectiologique en termes de vaccination et de chimioprophylaxie du patient d'oncologie solide. Et je me suis permis de rajouter dans le titre sous-inhibiteur de checkpoint, sinon le sujet était extrêmement vaste. Donc, je vous propose de parler un tout petit peu système immunitaire et maladies infectieuses et d'essayer de comprendre les impacts que peuvent avoir ces inhibiteurs de checkpoint sur la gestion des infections et d'en déduire les prophylaxies et les vaccins qu'on peut proposer à ces patients. Donc, simplement en guise d'introduction, donc c'est maintenant un vieux papier d'une vingtaine d'années, mais qui a un petit peu remis au centre le système immunitaire comme agent presque prioritaire dans l'expression des maladies infectieuses, et raison pour laquelle je le trouve très intéressant. Pendant très longtemps, on a pensé que l'expression, donc le phénotype des maladies infectieuses, était simplement lié au micro-organisme en lui-même et à ses facteurs de virulence qui peuvent être multiples, des capsules, des toxines, des molécules d'adhésion, etc. Et donc, du coup, quelle que soit la réponse immunitaire de l'autre qui est représentée en bas, le damage, donc la maladie, était tout le temps la même. Finalement, cette vision très simpliste des choses a été complètement remise en cause. Et maintenant, on sait bien qu'une maladie infectieuse, une présentation clinique, c'est la rencontre de ce micro-organisme et d'un patient, d'un hôte, avec sa réponse immunitaire qui a ses particularités. Donc, à partir de ce paradigme, on peut déduire, on peut schématiser plusieurs types de réponses. Donc, vous avez à gauche, du coup, les infections dites opportunistes, avec du coup une rencontre avec le micro-organisme qui ne va n'avoir aucune conséquence négative sur le patient si sa réponse immunitaire est normale ou forte. Par contre, une maladie qui va se déclarer en cas de réponse faible, donc c'est les maladies opportunistes. On peut avoir des choses un petit peu plus étonnantes avec des maladies qui vont être peu graves en cas de réponse immunitaire peu importante. C'est ce qu'on peut voir par exemple sur les infections à Mycoplasma pneumoniae. On a eu une épidémie il y a 2 ans qui nous a montré tout le spectre phénotypique que vous pouvez voir, donc, qui peut aller de la simple bronchite à des maladies beaucoup plus graves en cas de réponse immunitaire très importante avec des manifestations hématologiques, dermatologiques, etc. Et vous avez vraiment au milieu, du coup, l'Aspergillus niger, un champignon qui peut prendre des formes très variables avec, en cas de réponse immunitaire importante sur le versant allergique, la forme de l'ABPA, donc l'aspergillose bronchopulmonaire allergique, l'absence de manifestation infectieuse en cas de réponse immunitaire stable et l'aspergillose invasive des patients neutropéniques d'hématologie. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une corrélation vraiment très importante entre la réponse immunitaire de l'hôte et les maladies infectieuses qui vont présenter. Donc, si on focus un petit peu sur les inhibiteurs de checkpoint, donc je ne vais pas reprendre le mécanisme que tout le monde connaît très bien, mais finalement, ce mécanisme d'inhibition de cytotoxicité des lymphocytes T va avoir un impact qui va être principalement utilisé pour les cellules cancéreuses, mais peut aussi avoir un impact sur les cellules infectées. Et donc ça nous envoie tout de suite à la notion que le surrisque, s'il existe d'infection, va concerner les infections intracellulaires qui peuvent être contrôlées par les lymphocytes T. Donc, si on prend quelques séries de patients, quels sont les types d'infections que vont présenter les patients sous inhibiteur de checkpoint. Donc là, c'est une étude américaine rétrospective sur environ 700 patients qui recevaient des inhibiteurs de checkpoint pour différents types de cancers que je n'ai pas détaillés. La première information importante, c'est que finalement, l'incidence des infections est assez faible, 7,3%, donc on n'est pas sur un risque infectiologique majeur. Et quand on regarde les types d'infections, on voit déjà qu'il faut s'affranchir d'une bonne partie, puisqu'on a des infections qui sont associées aux soins, comme les bactériémies, les candidémies qui sont très souvent associées aux dispositifs intraveineux, les infections à Clostridium difficile liées aux antibiothérapies, voire d'autres traitements itératifs. Et que si on regarde des infections un petit peu plus opportunistes qui pourraient être liées à la modulation du système immunitaire, on a à peu près 20% des infections et on voit des infections de type réactivation virale ou infection fongique. On a quelques autres séries de patients qui montrent quelques cas assez peu nombreux d'infections tuberculeuses
ce qui est intéressant dans ces séries de cas, c'est que le délai moyen d'apparition de ces infections est assez court, de quelques mois après le début de l'immunothérapie, ce qui plaide plutôt pour une réactivation de la tuberculose chez un patient qui avait déjà fait une primo-infection plutôt qu'une primo-infection tuberculeuse. Donc, si on regarde un petit peu les spectres d'infections présentés par les patients qui ont des déficits immunitaires, parce que c'est ça la question, et donc ça, c'est une diapo que j'aime beaucoup et qui, je trouve, très didactique, qui est adaptée de 2 publications. En fonction du compartiment immunitaire qui va être défaillant, la susceptibilité infectiologique, donc le phénotype infectiologique va être complètement différent entre les déficits humoraux, les déficits cellulaires et par exemple les déficits de phagocytose. Et si on compare les infections qu'on a observées chez les patients sous inhibiteur de checkpoint avec ce tableau, en termes de réactivation virale et d'infection fongique, on est plutôt sur un déficit cellulaire. Alors, pourquoi parler de déficit cellulaire alors que les inhibiteurs de checkpoint restaurent cette activité immunitaire dépendante du lymphocyté? Il y a une espèce de contradiction qui se met en place. Quand on parle d'infection opportuniste, il y a deux mécanismes physiopathologiques qu'il faut savoir séparer dans le raisonnement. Il y a les réactivations d'infections latentes et il y a les infections avec des organismes qui sont peu virulents et qui normalement ne donnent pas d'infection chez la personne immunocompétente, mais qui sont acquises de l'environnement, donc transmises principalement par voie aérienne en général. Donc pour illustrer l'exemple de réactivation d'infection latente, on peut prendre l'exemple de la tuberculose, qui est vraiment la mycobactérie reine de la latence dans l'organisme. Et donc là, c'est un modèle murin qui explore un petit peu la réponse immunitaire de l'hôte chez des souris. Donc rapidement, vous avez un modèle d'infection tuberculose chez une souris donc, qui est RAG1-KO, donc qui n'a aucun lymphocyte T, qui va être exposé aux mycobactéries par aérosol et qui 7 jours après va recevoir un transfert de lymphocyte T CD4 naïf, wild type, donc sauvage, ou bien KO pour l'interféron. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de sécréter de l'interféron. Et ce qu'on voit dans les courbes de survie, c'est que les souris qui ont reçu des lymphocytes T4 qui ne sécrètent pas d'interféron meurent quasiment aussi rapidement que les souris qui n'ont pas reçu de transfert de lymphocytes T, contrairement aux souris qui ont reçu des T4 qui sont capables de sécréter de l'interféron puisqu'ils sont wild type. Ça nous dit que finalement, la survie des souris, la gestion de l'infection tuberculeuse, elle est probablement dépendante de la production d'interférons par les lymphocytes T4. Sur un modèle un tout petit peu plus complexe, où les transferts de T4 vont être beaucoup plus hybrides, avec du coup des T4 qui sont parfois mutés pour le gène de l'interféron, qui sont capables de produire beaucoup plus d'interférons que les wild type. Donc ça, c'est les ARDEL CD4. Ça veut dire que ces CD4, ils produisent globalement 2 fois plus d'interférons que les wild type. Et vous voyez que quand on transfère ces cellules aux souris, la courbe de mortalité est presque superposable à celles qui sont KO pour l'interféron. Donc ça suggère que pas assez d'interférons, ça fait mourir les souris, et trop d'interférons, ça fait aussi mourir les souris. Donc, probablement que les mécanismes à l'origine de la mort des souris n'est pas le même, c'est démontré dans l'article, je ne vais pas présenter les résultats ici, mais ça explique que la gestion de l'infection, elle nécessite une régulation très fine par les lymphocytes T de la sécrétion d'interférons et d'autres mécanismes. Juste pour aller un tout petit peu plus loin, ils ont proposé le transfert de CD4 qui était muté pour le système PD-1 et muté pour l'interféron. Et ce qui montre en évidence sur le de survie, c'est que cette production excessive d'interférons semble liée une partie à l'inhibition, à l'absence d'inhibition du coup par le système PD-1. Donc tout ça, c'est pour montrer que finalement, ces infections qui vont rester latentes dans l'organisme, elles nécessitent un contrôle très fin du système immunitaire qu'on n'a pas totalement élucidé, mais qui va être une balance entre des médiateurs pro- et anti-inflammatoires qui vont pouvoir aboutir, quand on parle de tuberculose, à la formation d'un granulome efficace qui va éradiquer le micro-organisme, à la formation de granulome moyennement efficace qui va persister à l'intérieur du micro-organisme vivant, à un granulome inefficace qui va être responsable de la tuberculose maladie. Et donc probablement que l'inhibiteur de checkpoint, il peut à un moment donné dérégler un peu cette balance et provoquer du coup la réactivation de ces infections, un petit peu comme un iris, donc une réaction du coup
exacerbée de l'organisme à la présence du micro-organisme qui était jusqu'à là latent parce que contrôlé entre parties. Entre autres, pourquoi pas, par le système PD-1 ou CTLA4. Si on s'intéresse à d'autres infections latentes, on peut regarder les patients qui sont infectés par le VHC ou le VHB et qui ont reçu un inhibiteur de checkpoint. Donc, c'est ce qui est montré ici. Et vous voyez que la réponse des patients est très différente. Donc là, sur à peu près 180 patients, l'introduction d'inhibiteur de checkpoint a abouti à 2 réactivations virales B, une réactivation virale C. La plupart des cas, il n'y a pas de modification des charges virales et parfois, il y a même un contrôle de la charge virale. Donc, c'est vraiment très, très hétérogène. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même s'il y avait peu de réactivation virale, on voit ici qu'il y avait quand même l'apparition de cytolyse hépatique de manière plus importante, comme s'il y avait du coup une toxicité cellulaire, mais même si le virus n'est pas contrôlé, il y a quand même une réaction qui se fait vis-à-vis des cellules, du coup dans ce cas-là, des hépatocytes infectés par le virus. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'inhibiteur de checkpoint, il peut déséquilibrer cet état de latence infectieuse et que les facteurs de risque de survenue de ces réactivations infectieuses ne sont, à ma connaissance, pas élucidés. Donc, en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au diagnostic du cancer et lorsque l'indication de l'immunothérapie est posée, il faut se poser la question de ces infections latentes pour les dépister et éventuellement les traiter. Donc ça veut dire qu'il faut probablement faire un quantiferon pour traiter une infection tuberculeuse latente et dépister les infections virales chroniques, principalement VIH, VHB, VHC, et pourquoi pas connaître le statut, en tout cas, sur le CMV, le BV et les autres herpès virus. Là, on les dépiste, on traite les infections latentes si besoin, mais on ne propose pas de prophylaxie. Donc, à quel moment, chez ces patients, il faut se poser la question d'une prophylaxie? Donc, un patient qui a eu l'introduction d'une immunothérapie pour un cancer va probablement, à un moment donné, faire un événement aigu sous immunothérapie. Alors, si j'ai bien suivi les topos précédents, la plus grande qualité, c'est qu'il fasse un effet indésirable immunologique qui peuvent être variables en fonction de si c'est un anti-PD-1 ou un anti-CTLA4. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces événements infectieux, ces événements aigus, peuvent aussi être des événements infectieux. Donc, à ma connaissance, à la survenue d'un épisode aigu, il faut quand même se poser la question d'un événement infectieux intercurrent, qui n'est pas forcément opportuniste d'ailleurs. Mais qui doit vraiment être recherché, à mon sens, en cas de survenue d'une hépatite, d'une colite ou d'image pulmonaire, donc d'inflammation pulmonaire, et qui doivent déclencher, avant de se poser la question d'un traitement immunosuppresseur complémentaire de gestion de la toxicité, une recherche de micro-organismes responsables de l'épisode début. D'ailleurs, si on reprend cette série-là que je vous ai présentée tout à l'heure, on voit que une presque majorité des infections étaient des pneumonies ou des infections intra-abdominales comme des colites qui peuvent, du coup, sur le phénotype, rentrer en opposition avec l'idée de la toxicité. Donc, quels sont les patients qui font ces infections? C'est le même travail qui montre très très bien que les patients qui font ces infections, opportunistes ou non d'ailleurs, sont des patients qui reçoivent en plus de l'inhibiteur de checkpoint, une corticothérapie, un anti-TNF ou une combinaison d'inhibiteurs, donc une bithérapie. Finalement, la gestion de l'infection avec le germe peu virulent, donc l'infection opportuniste non réactivation, va se poser en cas d'association d'inhibiteurs, d'association avec des corticoïdes ou d'association avec des immunosuppresseurs à l'initiation du traitement ou lors de l'événement aigu. Et il me semble que les histoires infectieuses de ces patients sont plutôt celles-ci, avec l'introduction de l'inhibiteur de checkpoint pour l'indication cancéreuse, la survenue d'une toxicité, ici une colite immunomédiée, qui va déclencher un traitement immunosuppresseur combiné dans ce cas-là anti-TNF et corticoïdes, qui va démasquer du coup le surrisque infectiologique avec la survenue secondairement d'une lésion pulmonaire qui dans ce cas-là s'avère être une aspiragillose pulmonaire. Et donc, en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moment où il faut se poser la question des prophylaxies est le moment où on va incrémenter le traitement de l'inhibiteur. Donc, en cas de survenue d'un épisode aigu, attention, bien sûr, toujours éliminer l'infection
devant tous les événements aigus, surtout si hépatite, colite, pneumonie, et il va falloir réévaluer le risque infectieux à la lumière de l'incrémentation thérapeutique, souvent, si j'ai bien compris, corticoïdes plus ou moins biothérapie associée. Et donc, il faut se poser la question sur les réactivations d'infection latente. Est-ce que l'infection tuberculeuse latente avait bien été dépistée? Est-ce que si c'était positif, il a été traité? Est-ce qu'on avait des profils viraux qui peuvent justifier de l'introduction d'un antiviral? Et pour la prévention des infections avec des organismes peu virulents, est-ce qu'il faut proposer une prophylaxie contre la pneumocystose? Est-ce que le patient a été exposé à des parasites du fait de séjours en zone endémique qui nécessiterait un déparasitage du fait de ces immunosuppresseurs? En pratique, c'est quoi? C'est du valacyclovir donc en cas d'antécédent de récurrence symplectique. À ma connaissance, on ne propose pas de prophylaxie primaire, mais en cas de récurrence nombreuses, ça peut se discuter. Le Bactrim, ça c'est vraiment très bien écrit en cas de corticothérapie avec un équivalent de prednisone à plus de 20 mg par jour pendant plus de 4 semaines prévisibles. Il faut associer du coup la prophylaxie anti-pneumocystose. Et bien sûr, penser à interroger les patients sur leur séjour en zone d'endémie parasitaire pour proposer le déparasitage par ivermectine en prévention de l'anguillose maligne et plus ou moins de la glandazole. Bien sûr, si ces combothérapies étaient discutées au moment du diagnostic, ce raisonnement vaut au moment où les immunosuppresseurs sont associés à l'inhibiteur de checkpoint, même si c'est un peu pareil de traitement. Quels sont les vaccins qu'il faut proposer à ces patients? Donc, il y a énormément de recommandations différentes, de différentes sociétés savantes, du Haut Conseil de la santé publique et des sociétés d'infectiologie. Les recommandations sont plutôt concernant le patient avec un cancer solide. Les cancers hématologiques sont traités un petit peu à part. À ma connaissance, il n'y a pas de recommandations formelles chez les patients spécifiquement traités par les inhibiteurs de checkpoint. Ils disent qu'il faut suivre les recommandations des patients cancer. Donc, quels sont-ils? Donc, globalement, il est recommandé de vacciner les patients contre les virus hivernaux, à savoir la grippe, le VRS et la Covid-19, avec du coup comme rythme un vaccin annuel pour la grippe est préféré, du coup, en tout cas en France, le vaccin hautement dosé Effluenda qui est de nouveau disponible, donc qui est censé être plus efficace en termes d'immunogénicité. Le vaccin pour le VRS à partir de 60 ans, c'est une dose sans rappel en l'état actuel des connaissances. Et le vaccin Covid, un rythme qui reste tous les 6 mois pour le moment. On recommande de maintenir le calendrier vaccinal sur la sérologie, enfin, sur les vaccinations tétanos avec un rythme un petit peu différent chez les patients immunodéprimés que chez les patients immunocompétents, à savoir tous les 10 ans. Alors c'est plutôt tous les 20 ans avant 65 ans. Toujours une recommandation contre l'hépatite B. Et bien sûr, du coup, on a eu l'arrivée du nouveau vaccin contre le Zona, qui est une forme inactivée, donc qui n'est plus du tout contre-indiqué et fortement recommandé chez les personnes immunodéprimées qui doit être réalisé. Donc là, c'est la recommandation américaine, donc je les ai un tout petit peu modifiées, donc c'est pas 4 semaines, c'est 8 semaines d'écart en France. Bien sûr, la vaccination anti-pneumococcique, et en France, on recommande une dose de vaccination PCV20, donc Prevnar 20, et chez les personnes très jeunes, une vaccination contre l'HPV. Les vaccins vivants, donc principalement fièvre jaune, varicelle et ROR sont contre-indiqués chez le patient. Alors, est-ce que ces vaccins sont sûrs et est-ce qu'on peut vacciner les patients sans arrière-pensée sur une modification du pronostic oncologique, mais surtout de la survenue d'effets indésirables immunologiques? Là, il y a une littérature très importante, principalement sur le vaccin grippe. Les autres vaccins sont un petit peu moins étudiés. Et donc ça, c'est un travail parmi d'autres qui a étudié la vaccination antigrippale de 370 patients sous inhibiteur de checkpoint, des patients qui étaient vaccinés avant, au moment de l'introduction de l'immunothérapie ou dans les 2 mois qui suivaient l'introduction de l'immunothérapie. Le critère de jugement principal, c'était la survenue d'un effet indésirable. Et en fait, sur ces 3 courbes qui correspondent aux 3 modalités de vaccination, avant, au moment ou après l'introduction de l'immunothérapie, il n'y avait pas de modification de la survenue de ces événements indésirables. Cette étude a été largement confirmée par énormément d'autres, dont cette revue de littérature qui confirme l'absence de surrisque d'événements indésirables immunologiques après vaccination antigrippale. Je pense que le message en termes de sécurité des vaccins chez ces patients-là est clair. Il n'y a pas d'inquiétude
sur la précipitation d'une immunotox et qu'il faut absolument vacciner ces patients. Alors maintenant, est-ce que ces vaccins sont efficaces? C'est surtout le vaccin grippe qui a été étudié, donc avec toutes les limites qu'il peut y avoir, les difficultés à mettre en évidence une efficacité clinique. Donc, par exemple, c'est une étude italienne qui a fait une étude observationnelle multicentrique sur l'efficacité clinique du vaccin antigrippal de patients qui recevaient une immunothérapie sur une saison vaccinale. Alors tout de suite, on voit que le gros problème de la plupart des études, c'est que le critère de jugement principal, c'est l'incidence d'un syndrome grippal sans documentation microbiologique et que le syndrome grippal est malheureusement tout sauf spécifique et que du coup, on va possiblement être mis en échec sur l'efficacité puisque les patients vont présenter des syndromes grippales d'origine non grippale mais à d'autres virus hivernaux et donc du coup, on peut mettre en échec du coup, l'étude. Et c'est ce que vous voyez ici, c'est que finalement, il n'y a pas de différence en termes d'incidence des syndromes grippaux chez les patients vaccinés et non vaccinés. Néanmoins, ils ont quand même réussi à montrer, toujours en se focalisant sur les syndromes grippaux et non sur les grippes documentées, une diminution, en tout cas une moindre incidence des complications des infections respiratoires chez les patients vaccinés que chez les patients non vaccinés. Et ça, je trouve que c'est un message quand même assez fort. Tout en étant non spécifique, il montre que le vaccin grippal diminue l'hospitalisation, le recours à l'oxythérapie, à l'antibiothérapie des patients vaccinés par rapport à non vaccinés. Et juste pour terminer, donc en termes d'efficacité des vaccins, on a quelques phrases qui traînent dans les articles qui vraiment n'engagent que les auteurs probablement, qui disent que dans leur population de patients vaccinés sous inhibiteur de checkpoint, ils ont l'impression d'avoir moins de grippe confirmée que dans les populations d'autres études à ce moment-là. Et si on regarde des études d'immunogénicité avec énormément de prudence, parce que je rappelle que pour la grippe, on n'a pas de corrélat de protection, c'est-à-dire qu'on n'a pas de marqueur biologique qui nous fait dire oui, le patient a répondu au vaccin et oui, le patient ne fera pas de grippe puisque ce marqueur est positif. On montre que le pourcentage de patients qui répondent, qui créent des anticorps spécifiques de la grippe, c'est plus important sous inhibiteur de checkpoint que dans d'autres populations. Et là, le contrôle, c'est des patients sous chimiothérapie, donc quand même avec des limites, ce n'est pas des patients sains. Et ça nous amène quand même à cette idée que je trouve séduisante et qui est un petit peu aux prémices de dire que quand on vaccine les patients, on a besoin d'une présentation de l'antigène par les cellules présentatrices d'anticorps, notamment les cellules dendritiques, et on sait que cette présentation d'antigène, elle nécessite une activation suffisante de la cellule dendritique pour réussir à activer les T4 helper et les CD8. Et donc, on a souvent recours au adjuvant. Et donc là, on se dit, bah, c'est super, on va mettre un inhibiteur de checkpoint. Du coup, on va bloquer le signal freinateur entre la cellule dendritique et la cellule T. Et du coup, on va mécaniquement augmenter la réponse cellulaire T à une cellule dendritique qui serait un petit peu moins activée. On va augmenter l'efficacité des vaccins. Donc, bien sûr, on n'en est pas encore là, mais pourquoi pas les inhibiteurs de checkpoint comme traitement adjuvant des vaccins pour augmenter l'immunogénicité chez les patients déficitaires. Pour terminer en pratique, à quel moment il faut se poser la question de la mise à jour du calendrier vaccinal? Mais finalement, c'est à chaque rencontre avec le patient. Probablement qu'au moment du diagnostic, il faut se poser la question, mais chaque réévaluation en consultation, quand tout va bien, ou à chaque événement inclus, il faut se reposer la question du calendrier vaccinal. Et il a été montré qu'il n'y avait pas de différence entre, il n'y a pas de bon moment pour vacciner, il y a simplement des moments oubliés, donc il faut vacciner à chaque fois qu'on le pense. Donc pour conclure, les inhibiteurs de checkpoint semblent peu associés à un surrisque infectieux. On peut noter quand même un surrisque théorique de réactivation, voire d'irris d'infection latente, comme l'infection tuberculose ou des infections virales chroniques qu'il faut dépister au début du traitement. La survenue d'une infection tout venant et opportuniste est favorisée par les associations de traitement et notamment l'association avec des corticoïdes, plus ou moins des anti-TNF. À chaque moment où le traitement va être modifié, il faut se reposer la question des prophylaxies. Et donc les vaccinations, notamment grippe, Covid, zona et pneumocoque, sont formellement recommandées, ne semblent pas associées à une augmentation des effets indésirables immunologiques et doivent être proposées à chaque contact médical. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sarah. C'était très clair, très pratique. Donc, c'est des messages très importants. Moi, j'ai le temps que les gens se retournent une question. Moi, j'en ai une qui va être un peu embêtante pour toi. Tu as parlé effectivement de la sérologie EBV. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup si tu as ces patients, tu vois, et donc tu as une réactivation, parce que tu as de l'immunothérapie,
Donc j'ai appris récemment, grâce à toi, qu'il fallait notamment peut-être par réflexion, si tu avais une activation, s'il y a une réactivation au bébé, mais si on utilise les immunothérapies, tu vois, c'est comment on va gérer en fait ces patients? Je pense que je l'ai rajouté à la fin, cette sérologie EBV, et je savais que j'aurais pas dû. Je pense que la réactivation EBV, elle doit pas, enfin, le statut EBV ne doit pas amener lieu forcément à un monitorage de la PCR EBV, puisqu'effectivement, on ne sait pas comment faire, et son association avec des manifestations cliniques est très discutée, notamment en transplantation d'organes solides, mais dans d'autres situations hors hématologiques. C'est plutôt qu'en cas de manifestation inexpliquée, une sérologie EBV positive dans le statut initial peut se faire se poser la question d'une réactivation. Et par exemple, dans le cas série américain que j'ai montré, il y avait un cas de réactivation EBV d'origine centrale avec une imputabilité sur des atteintes nerveuses associées. Du coup, ça peut être un élément contradictoire pour de l'immunotox ou si vraiment le diagnostic et la symptomatique du patient est inexpliquée. Moi, j'avais une question très naïve aux oncologues et ceux qui font l'immunothérapie. Vous ne faisiez pas déjà le bilan pré-biothérapie avec Quantif ou c'était déjà. Alors, Quantif, pas pour tout le monde, ça dépend des centres. En tout cas, CMV, EBV, VIH, ça me parle. VHV, Mais pas quantiférant comme alors. Quantiférant, je fais en cas de situation à risque, ce qui est très à la tête du client. Et sachant que, est-ce que vous le renouvelez aussi, parce que même quand vous changez d'immunothérapie. Alors, non pas un changement d'immunothérapie, mais par contre, il y a un événement aigu pour lequel on introduira un anti-TNF. Là, par contre, on fait comme un. Parce que, en fait, même la réflexion sur le quantiféron, elle se base que sur les anti-TNF. Sur les autres biothérapies, en fait. Puis elle n'est pas dans nos guidelines. L'immunothérapie, en fait, le quantiférant n'y est pas, même si. Ça dépend un peu des sociétés savantes. Il a été positionné par le groupe de travail de l'ECMIC, la Société européenne de maladies infectieuses, avec des précautions, en disant pas que c'était des guidelines pour le faire formellement, mais que sur ces cas de réactivation tuberculeuse très précoce, dans les 2-3 mois qui suivent l'introduction d'un checkpoint de manière isolée, il pourrait y avoir un intérêt à le dépister précocement. C'est vrai que ces diagnostics de tuberculose qui arrivent, ils vont être difficiles à diagnostiquer. On va se poser la question d'une immunotox ou en cas de cancer pulmonaire, j'imagine, de progression, des choses comme ça. Et après, nos patients, ils ont quasiment tous un scanner pulmonaire à un moment. Il y a des, c'est très bête comme question, il y a des tuberculoses latentes qui n'ont pas de petite coiffe apicale, pas de rien du tout sur les images. Professeur Launay. Merci beaucoup, Sarah, c'était très clair, très complet. Petite question sur l'aspect vaccination. Le premier, c'est que j'étais intéressé par ta diapositive sur le vaccin contre la grippe haute dose, parce qu'en fait, personnellement, on ne précise pas ça, on dit vaccination anti-grippe. Donc, tu confirmes qu'il faut préciser le type de vaccin anti-grippe? Oui, alors du coup, c'est quelque chose qui est un petit peu récent, parce que du coup, le vaccin haute dose, qui s'appelle l'Efluelda, il a été disponible pendant une saison vaccinale il y a 2 ans, il me semble, et puis après, il y a eu un arrêt de commercialisation par le laboratoire, donc l'année dernière, on ne l'avait pas, donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication sur la disponibilité de ce vaccin. Les études ont montré une immunogénicité supérieure chez le patient âgé, et la cible principale, c'est le patient de plus de 65 ans, par analogie chez le patient immunodéprimé, on a tendance à vouloir lui proposer ce vaccin-là. La deuxième question, c'est sur le vaccin VRS, que tout le monde dit qu'il faut faire un vaccin VRS, mais je peux comprendre que ce n'était pas si simple. Non, c'est pas si simple. Donc là, il y a un problème quand même. Alors, il n'y a pas d'AMM encore chez le patient immunodéprimé, c'est pour ça qu'il y a un critère d'âge là qui persiste. Il y a eu des remontées d'informations des sociétés savantes, il y a une demande pour des modifications d'AMM et que ce soit possible, que ce soit indiqué chez le patient immunodéprimé non plus de 60 ans. Après, si le patient est d'accord pour se faire vacciner en avançant les frais, c'est tout à fait possible qu'il soit vacciné, moyennant un coût qui n'est pas négligeable, puisque c'est un peu plus d'une centaine d'euros. Donc, pour l'instant, ce n'est pas remboursé. C'est pas remboursé. Et ça doit se faire où ça? La vaccination peut se faire à la maison? Alors, ou il faut être hospitalisé? Parce que on m'a laissé dire qu'il fallait être hospitalisé pour le vaccin VRS, on m'a un peu surpris. Alors moi, je n'ai pas cette notion-là. Sur l'extension des compétences vaccinales, pour moi, c'est possible d'être vacciné en pharmacie par un infirmier ou par un médecin généraliste. Je vais me renseigner sur cette polémique, mais moi, on n'hospitalise pas des gens pour les vacciner, en tout cas. Et puis le troisième point, c'est la vaccination Covid, parce que, alors autant on réussit péniblement à faire vacciner les patients sur la grippe en étant relativement insistant, autant on a un léger souci sur la vaccination Covid. Alors,
Enfin, même pas tous les 6 mois, je pense que là. Alors il y a ça, c'est les recommandations, donc j'ai laissé les recommandations, Ouais. mais je suis d'accord que c'est en Mais pratique. même tous les voir. ans, là, on a un problème, nous sommes, parce que globalement, les gens ne veulent plus se vacciner. Non, c'est Alors, un nous, combat en permanence. Quand je vais voir avant la C1, je leur dis on peut vous administrer le traitement si vous n'êtes pas vacciné, mais si vous avez la fièvre, que vous avez le Covid, vous n'aurez pas votre traitement. Enfin, on convainc quelques-uns, parce qu'on a ce levier-là. Et effectivement, il y en a qui sont réticents grippe, ils l'ont quasi déjà tous fait avant de venir avec les Oui, campagnes, ça etc. va. Et Mais ça Covid, montre, ouais. je pense, aussi la puissance aussi de la désinformation. Quand même. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit complètement pour la grippe et contre le Covid de manière frontale. Et c'est le cas. Hein. En cancéro, c'est très marqué avec ah bah j'ai eu mon cancer, il y a le Covid, c'est le vaccin, etc. Oui, oui, c'est depuis qu'il y a la vaccination Covid que j'ai commencé. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est moi, ce que je leur dis en consultation, c'est que c'est mathématique. Absolument, on vaccine toute une population, bah, les gens continuent à tomber malades. Donc, mathématiquement parlant, tout le monde a été vacciné Covid avant de tomber malade. C'est mais ça, un argument. Ça, c'est le rationnel. Et ça ne fonctionne pas. Ça dépasse. Alors après, c'est des choses qu'on a aussi poussées des remèdes inflammatoires. On peut expliquer ça, mais il y a des gens qui restent persuadés. Et après, il y a aussi des gens qui sont saturés d'avoir X vaccins d'un seul coup et qui disent moi, en fait, je veux bien faire X, mais en fait, j'en fais trop. Alors après, il y a l'irrationnel où on peut de toute façon rien faire. Moi, j'avais 2 questions, Sarah, sur les vaccins. Shingrix, moi, j'avais vu qu'il fallait au moins 1 an après un épisode de Zona. Alors, du coup, ça, on a un petit peu décortiqué cette histoire. Ça, c'est l'AMM est comme ça, il me semble. En fait, c'est issu de l'AMM du Zostavax, qui était le vaccin vivant atténué, dont l'étude Princeps montrait que, incluait les patients au moins 6 mois, moi, j'avais pas indiqué 6 mois, après un épisode de Zona antérieur. Et donc, du coup, par habitude et par analogie, c'est resté de se dire qu'il fallait attendre 6 mois avant la résolution d'un Zona pour proposer la vaccination Shingrix. Néanmoins, si on regarde bien les recommandations de l'HAS, il y a une petite ligne à la fin qui dit qu'en cas de zona répétée de manière importante ou d'immunodépression favorisant fortement le risque de zona, en fait, d'urgence un petit peu vacciné, il n'était pas obligé d'attendre ce délai-là pour proposer la vaccination. C'est une évaluation un peu bénéfice-risque, mais en tout cas, voilà, le rationnel de ce délai de 6 mois, c'est vraiment l'étude Princeps sur le Zostavax et il n'y a pas de données sur le Shingrix. C'est pour ça que c'était intéressant et nous on fait assez facilement en rhumato de faire la sérologie VZV. Parce que, ça nous permet de savoir leur statut pour savoir si on peut leur proposer le Shingrix. Et deuxièmement, s'ils font un épisode type je suis côtoyé le petit-fils qui a la varicelle, de savoir effectivement leur statut pour savoir si on doit leur faire des immunothérapies. Oui, mais ça, c'était débattu quand même, parce que nous, on ne fait plus du tout la sérologie VZV sur la conseil de nos amis infectiologues, en disant finalement, comme 95% de la population est en contact avec le truc, en fait, globalement, ils sont sérologie positive, mais ça ne va pas empêcher la récurrence de Zona, finalement. C'est ça la non, c'est plus vraiment la question de savoir si, leur statut pour savoir la varicelle, et vraiment, c'est ouais. plus savoir, mais c'est très rare, mais si en fait ils sont en contact de quelqu'un qui a la varicelle. C'est pas pour le Zona. Non, pas pour ça, c'est juste pour la vaccination de Shingrix, savoir s'ils n'ont pas eu de. Nous, ce qu'on recommande, c'est de poser la question de est-ce que vous avez fait la varicelle? Il y en a certains, tu sais, qui te disent qu'ils en sont. Il y en a quelques situations, même si la majorité sont capables de te dire qu'ils ont la varicelle. La plupart des gens disent que oui, dans ce cas-là, on peut s'arrêter là. La sérologie VZV n'est pas indispensable pour poser le vaccin Shingrix. Par contre, si vraiment ils jurent mordicus qu'ils n'ont pas fait la varicelle, l'intérêt, plutôt que de ne pas proposer le vaccin, c'est vraiment de savoir que c'est un patient à risque et de faire de l'éducation thérapeutique en disant qu'il ne doit pas être exposé du coup à un patient de varicelle ou prévenir très rapidement. C'est 2 choses différentes. Parce que là, on vaccine contre le Zona et là, on parle de prévenir la varicelle. Prévenir la varicelle, enfin de faire non, bien sûr, l'immunoglobuline post-exposition de la. Et c'est la réflexion qu'on faisait sur les gens qui ne savaient pas, certains patients ne savaient pas trop leur statut. Et c'est les collègues dermatologues qui nous en ont parlé. Eux, ils font, alors nous on ne fait pas, mais la sérologie, tu vois carrément rougeole, en disant qu'ils ont eu des cas de réactivation de rougeole. Discuter sur leurs 2 thérapies, mais ils sont au départ. Alors, probablement pas de réactivation, parce que la rougeole, c'est non, pas de un réactivation. virus qui peut Moi, rester. je veux dire de cas de rougeole, pas plus précis. Alors, la question de la rougeole, c'est un tout petit peu compliqué. Donc là, on a une épidémie de rougeole, donc mathématiquement, on a une augmentation du nombre de cas de rougeole, et donc forcément, c'est arrivé chez des cas qui étaient vaccinés. On sait qu'il y a à peu près 10% de patients vaccinés non répondeurs dans la population, un petit peu, moi je prends autour de 8%, malgré les 2 doses. Donc il y a forcément des gens qui vont être à risque de rougeole malgré leur statut vaccinal. Si on a quand même 2 doses de vaccin rougeole et la survenue d'une rougeole,
c'est quand même bien d'envoyer la souche au CNR pour vérifier qu'il n'y a pas d'émergence de souche de rougeole. Et après, attention avec la sérologie rougeole, parce que en fait, le corrélat de protection entre la sérologie rougeole, il existe, mais il n'est pas sur la sérologie rougeole qui est faite en routine. Il est fait sur des techniques de neutralisation qu'on ne fait pas du tout. Donc, c'est pas parce que vous voyez marqué sérologie rougeole positive qu'en fait, il est vraiment protégé. Donc, ça peut être un faux ami. Donc, globalement, il n'y a pas d'indication à revacciner rougeole quelqu'un qui a eu ces 2 doses, donc, quelle que soit sa sérologie. Donc, c'est surtout l'interrogatoire qui doit être. Des petits points, nous on a l'habitude, mais je ne sais pas trop, mais on nous dit, chez les patients immunodéprimés, que le délai entre les 2 doses de Shingrix peut être de 4 semaines. C'est écrit s'il y a une urgence parce qu'il va y avoir l'introduction d'un immunosuppresseur. D'accord. C'est 8 semaines et à 6 mois. Enfin, c'est de 2 mois à 6 mois pour la deuxième dose. Et si par exemple c'est un patient qui va avoir une induction pour je sais pas, une maladie inflammatoire, etc., on peut raccourcir, si on dit qu'on peut attendre 6 semaines avant de commencer les immunosuppresseurs, on peut raccourcir à 4 semaines pour le vacciner quand il n'est pas encore immunodéprimé. Pratico-pratique, on fait la première dose avant l'immunosuppression. Généralement, on ne peut pas attendre 4 semaines, de toute façon, on met en route. Donc, on met en route 15 jours plus tard, parce qu'on dit qu'en 15 jours, il a peut-être déjà commencé à faire de la végétation. Mais on dit encore, mais c'est intéressant de discuter, on dit encore que chez ces patients-là, on fait la deuxième dose à 4 semaines et pas 8 semaines. Non, je pense que le bénéfice était vraiment d'avoir le schéma complet avant d'éviter les immunosuppresseurs. Donc, à vous étiez commencé, la deuxième dose, elle peut être. Et dans l'AMM du médicament, c'est de 2 à 6 mois pour faire la deuxième dose, Ouais. D'accord. Et par exemple, peut-être pratico-pratique, nous, généralement, c'est le cas où on les met sur rituximab, on nous dit, tu fais Prevnar 20 Shingrix, on fait J1, J15. Est-ce que tu ne te dis pas, je vais attendre le plus tard possible pour le vacciner sur la deuxième dose pour limiter le risque de réponse vaccinale basse sur Ritux? En fait, est-ce que c'est une erreur de, par exemple, moi, il y a un patient, je me suis dit, est-ce que je ne peux pas lui faire son rappel Shingrix à 5 mois pour comme ça, il est le plus loin possible de son Ritux Je pense que ce n'est pas une erreur, tu restes dans les choses. On reste dans les clous et c'est pas. Dans les clous. Après, je pense qu'on n'a pas de données pour savoir s'il répond bien. Est-ce qu'il a restauré, est-ce qu'il va répondre à 5 mois plus tôt c'est plus probable qu'il réponde quand même à 5 mois. Mais... Dans le chat, il y a des questions. Il y avait peut-être, a priori, je ne voyais pas de questions. Moi, j'en ai une dernière, sauf s'il y avait d'autres questions. Petite, c'est remboursé le vaccin Shingrix pour les immunodéprimés tout à fait. Ouais, c'est les patients qui m'en ont parlé la première fois. Quand on parle d'éducation vaccinale, c'est assez intéressant parce que le Shingrix, pour le coup, c'est un nouveau vaccin. C'est nouveau. Tout le monde est d'accord. Il y a eu des spots à la télévision, là, ils sont tous hyper d'accord sur le nouveau vaccin. Il y a cette affiche, donc tout le monde se souvient, on dirait une femme battue. C'est horrible. C'était vraiment limite. C'est vrai que c'est pas sûr qu'on parlait. Il y a vraiment une adhésion. J'avais pas vu les recours. C'est comme avant, quand tu le Covid, au départ, quand on attendait le vaccin, il y avait une grosse demande là-dessus. Puis après, on a vu le switch, c'est la même chose. Dernière question sur l'HPV, je vois que tu marques entre 27 et 45 ans. C'est les recommandations américaines. C'est les recommandations américaines parce qu'on avait participé les recours rhumates, patients griques, rhumates inflammatoires et hystéoplasie, effectivement, chez nous, en cas, les gynécos ont tendance à vacciner les patients. Mais alors ça, du coup, c'est la question du vaccin thérapeutique du Gardasil. C'est recommandé par tous. Ouais, alors du coup, je crois qu'il y a un travail qui va commencer prochainement. Virologiquement parlant, c'est un peu contre-intuitif parce que les antigènes présentés par les cellules infectées et par le virus natif ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, a priori, de ce que j'avais compris, le bénéfice en thérapeutique n'était vraiment pas très clair, mais il y a un travail sur les condylomes qui va commencer. Voilà. L'efficacité est très variable. Je pense qu'il n'y a pas de problème de sécurité avec une efficacité qu'il ne faut pas survendre aux patients.